Voilà. Est-ce que la salle veut, à ce stade, commenter un petit peu les questions énergétiques et les questions d'innovation avant que nous passions à la troisième étape de notre table ronde? Ou est-ce que... voilà, madame, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un peut apporter un micro? Ah, pardon. D'abord, Robert, tout seigneur, tout honneur. Et ensuite, excusez-moi, madame. Merci. Bon, écoutez, je voudrais vous faire part d'une réflexion sur la pauvreté énergétique et l'innovation, ou plutôt les limites de l'innovation. Bon, alors vous connaissez les chiffres. Chaque Français consomme à peu près en électricité 7500 kWh par an. Bon, le Portugal, c'est 6000. L'ensemble du continent africain, c'est 1000, avec d'énormes différences. Si vous allez au Bénin, c'est 300 kWh par an. Et bien sûr, si vous avez à l'intérieur des terres, c'est-à-dire un endroit où il n'y a pas de relation au réseau, eh bien, c'est encore 10 fois moins. Bon. Alors, je cite un expert, le chiffre a été cité, mais c'est l'Agence internationale de l'énergie, qui dit « Donnez-moi 48 milliards de dollars par an jusqu'en 2030, et à ce moment-là, il y aura une liaison universelle, tout le monde sera connecté à l'électricité. » Alors, excusez-moi, nous sommes ici un certain nombre à penser que, effectivement, le but de l'innovation, c'est de trouver des courts-circuits de façon à ce que les pays en voie de développement ne suivent pas le même chemin que nous. Le prototype, c'est le téléphone mobile. Il y a eu 400 millions de gens qui ont maintenant le téléphone mobile, qui accèdent à l'Internet, sans qu'il soit nécessaire d'injecter des milliards. Donc pourquoi? Alors, si on réfléchit un petit peu, effectivement, l'électricité est très chère en Afrique, et pour ce qui concerne le cas particulier des gens qui sont off-grid, hein, eh bien, effectivement, le panneau solaire et le LED fournissent, et j'ai montré un transparent hier, une solution qui paraît absolument extraordinaire. Et ça n'arrive pas. Et je dois vous dire que j'ai discuté depuis 3 ans avec une grande société qui s'appelle Philips Lighting, en lui disant, écoutez, vous avez un marché de 600 millions de personnes qui vont devenir 1 milliard. Donc ça devrait marcher. Eh bien, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pour 2 raisons. La première, c'est que les lampes à huile, à paraffine, eh bien, ça coûte presque rien. Certaines enquêtes montrent que les gens en question, dans certains pays, dépensent à peu près, on va dire, 150 à 180 $ en tout, dont 25% pour l'éclairage, c'est-à-dire 40 $ par an. Comment voulez-vous qu'ils puissent se payer un gadget qui coûte 250 $, qui fait la joie des écolos californiens, mais qui n'est pas abordable? Donc il y a vraiment là un problème, et comme il a été rappelé, eh bien, il faut, d'une certaine façon, une intervention de l'État. Ce qui est arrivé en France à la Libération, ce qui est arrivé au Maroc. Vous ne pouvez pas compter, on a besoin de l'entreprise, mais vous voyez, même une entreprise comme Philips ne peut pas. Et une des raisons, c'est que, si vous voulez, le téléphone mobile, ce que Nokia a offert, c'était un truc simple. Alors que personne n'est d'accord sur le type d'installation qu'il faudrait. Est-ce qu'il faut une installation mobile? Est-ce qu'il faut une installation comme ci? Est-ce qu'il faut une installation comme ça? C'est un problème extrêmement complexe. Et comme le rappelait hier, je crois, Nathalie Delapalme, la question de la pauvreté, des structures sociales, etc., est extrêmement complexe. Donc vous voyez que l'innovation que nous appelons de nos voeux, eh bien, elle a des limites à se manifester. Voilà. Je vais prendre une deuxième question aussi de la part de madame. Comme ça, on essaiera de grouper un peu plusieurs réponses. Merci Robert pour ton témoignage et ton interpellation. Ma question, je l'adresse à M. Colombani. Il s'agit du concept qu'il a utilisé, à savoir l'innovation collaborative. J'aimerais bien comprendre parce que quand on pense aux différents acteurs en présence, c'est-à-dire les chercheurs, les décideurs, la société civile,
on a l'impression que ces ensembles de personnes utilisent des langues différentes. Comment vous pensez que cela sera possible? Merci. D'autres questions ou est-ce que... Je peux poursuivre la question de Robert, parce qu'en fait, c'était lié au financement, vu les chiffres qu'a cité M. Favennec pour le programme C4All. Pendant 2 décennies, 36 milliards de dollars par an. Est-ce que vous pourriez le mettre en regard d'autres types d'investissements ? Oui, par rapport à ce qui a été soulevé en ce qui concerne le volet innovation, ce qui a été soulevé tout à l'heure, en ce qui concerne la nécessité de ne pas, comment dirais-je, copier les pays déjà développés, de trouver des solutions innovantes par rapport au projet, par rapport à la réponse en ce qui concerne l'accès à l'énergie, mais aussi apporter des réponses innovantes en termes de mécanismes de financement. J'aimerais revenir là à l'expérience marocaine en ce qui concerne le programme d'électrification rurale. Et tout à l'heure, j'ai mentionné, au fait, le Maroc, au début des années 95, avait un taux d'électrification d'à peine 15%. Aujourd'hui, le Maroc est passé à 98% en ce qui concerne ce taux-là. Et ce, grâce justement à comment dirais-je, un montage innovant par rapport à ce programme-là. Innovant en termes, je dirais, de globalité, parce qu'il visait tout le territoire national avec des équilibres entre les différentes régions. Innovant par rapport aux technologies utilisées. Donc, pour les villages qui étaient proches du réseau, c'est l'interconnexion au réseau. Et pour les villages éloignés, dispersés, il n'était pas possible de les connecter au réseau, donc il fallait trouver les technologies nécessaires, en particulier les kits photovoltaïques. Et je dirais, par rapport au mécanisme de financement, il y a eu tout un montage institutionnel qui faisait appel à des financements de la part de l'Office national de l'électricité, à hauteur de 50% globalement, à des financements des communes, à hauteur globalement de 25%, mais aussi à la contribution de la population. Parce qu'au moment du montage du projet, on se disait, il y a eu tout un débat, est-ce qu'il fallait que ça soit gratuit ou fallait-il que la population paie sa contrepartie, sachant que la population s'éclairait par des lampes à kérosène, etc., donc qui coûtaient beaucoup moins cher. Mais finalement, la décision politique a été de dire tout ce qui est gratuit est mauvais. On ne va pas dans ce sens. Il fallait trouver un système de financement et de crédit, je dirais un étalement, un échelonnement mensuel de la facture pour la population locale. Et donc, ce montage-là a permis l'interconnexion de 37 000 villages globalement, et dont 3 600 villages qui ont été connectés par système photovoltaïque. Au global, au fait, c'est 12 millions d'habitants qui avaient profité de ce programme avec un accès à l'énergie. Et un investissement global d'à peu près 2 milliards d'euros sur toute la période de 1995 à, mettons, 2013.
Ceci a permis, j'aimerais revenir aux impacts là, socio-économiques qui nous tiennent à cœur dans cette session. Ce programme a permis de créer des emplois à 100 000 personnes. Donc 100 000 personnes avec des impacts socio-économiques très importants. Bien sûr, l'équipement des maisons, des ménages, meilleure qualité de la vie, particulièrement pour la femme. Pour la scolarisation des garçons et des filles, plus de temps à la maison, à l'école, les hôpitaux, la possibilité de création d'activités utilisant l'électricité. Et de l'autre côté, bien sûr, la limite de l'exode rural, parce que vous stabilisez la population rurale grâce justement à une meilleure qualité de la vie. J'ouvre une parenthèse là juste pour dire qu'une étude d'impact socio-économique a été lancée par l'Office national de l'électricité pour cerner de très près ces impacts-là et l'apport de ce programme-là. J'ouvre juste une parenthèse pour l'anecdote pour dire que par rapport à la femme, il a été remarqué que les femmes au milieu rural, grâce justement à l'électricité, étaient beaucoup plus émancipées, plus à même de connaître leurs droits, etc. Bon, dans certains villages, il y a eu un taux de divorce plus important, grâce justement à cette prise de conscience. Bon, ça c'est l'autre volet, mais il y a un travail qui est en train d'approfondir un peu ces enjeux socio-économiques de ce programme-là. Peut-être reprendre une question qui a été lancée par Henri par rapport au butane. Effectivement, aujourd'hui, le Maroc consomme 2 millions de tonnes de butane, presque 20% de la consommation de la totalité des produits pétroliers. Et donc, avec la circulation de plus de 30 millions de bouteilles, en fait, c'est pratiquement une bouteille par tête d'habitant. Hein. Et avec tout une structuration compliquée et complexe autour de cette activité-là, des sociétés de distribution, quelques 500 dépositaires, avec la nécessité d'irriguer les épiciers du coin et le fin fond campagne. Parce qu'au fait, il y a un enjeu derrière. D'abord, en termes on l'a vu, ce n'est pas de la consommation du butane pour la cuisson, c'est la coupe de bois. Et déjà, avec cet effort de diffusion du butane au milieu rural, ces 30 000 hectares de forêts qui disparaissent chaque année pour le chauffage en hiver. Il y a des zones rurales reculées où le froid est vraiment très dur en hiver. La question aussi de subvention est posée aujourd'hui sur la table avec la volonté des pouvoirs publics et qui a initié aussi une décompensation parce qu'il n'y a pas que le butane, il y a d'autres produits comme le gasoil qui sont encore subventionnés. Donc le gouvernement a décidé de réduire progressivement la subvention sur les produits pétroliers. Mais le butane, vu son enjeu social et environnemental, pour le moment, la subvention est encore, je dirais, encore là. Et l'une des réponses peut-être l'alternative serait le développement du gaz naturel. Et donc le Maroc est en train de réfléchir à diversifier encore davantage son mix énergétique en renforçant déjà l'utilisation du gaz naturel. Et au travers, aujourd'hui, le Maroc, il consomme du gaz naturel en provenance du gazoduc Maghreb-Europe et au travers le contrat contracté avec la Sonatrach pour les utilisations au niveau électrique. Le Maroc souhaite aller au-delà, réaliser un terminal de gaz naturel liquéfié sur le site de Jorf el Sfar
Et donc une feuille de route est en train d'être préparée dans ce sens et je crois que dans les mois qui viennent, il y aurait une annonce dans ce sens. Merci. Merci beaucoup, Amal. Je crois que M. Favennec voulait aussi réagir à la question de Robert. Après, je demanderai à M. Colombani de répondre sur l'innovation collaborative. Au passage, je souligne que je n'avais pas pensé à l'augmentation du taux de divorce comme étant un indicateur de l'évolution des droits humains. Mais en effet, c'est intéressant. Au fait, c'est un constat donc, qui a été rapporté dans les différentes enquêtes. Monsieur Favennec. Oui, les liens, finalement, c'est un lien intéressant. Pour revenir, je vous remercie, Madame, d'être intervenue. Effectivement, je crois que les chiffres qui sont annoncés pour assurer donc le succès du programme SI for All, c'est-à-dire davantage d'électricité, davantage de combustible de cuisson propre, c'est plus de l'ordre de 40 milliards de dollars par an. Ça représente quoi, 40 milliards de dollars? Si je le compare, j'ai une formation pétrolière, donc, et Bruno Weimeler dans la salle, mais il ne me démentira pas. En gros, c'est de l'ordre de grandeur des investissements qui sont faits en Afrique chaque année, c'est même certainement moins, les investissements qui sont faits en Afrique chaque année pour produire du pétrole et du gaz. Maintenant, comparaison n'est pas raison, parce que ce pétrole, donc, ça ne sert pas pour l'Afrique, pour l'essentiel, il est exporté. Mais c'est pour vous donner des ordres de grandeur. Les investissements énergétiques, de toute façon, sont lourds, et un champ de pétrole qu'on met en production, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Une grosse raffinerie qu'on va faire quelque part, il s'en fait encore quelques-unes. Voilà, c'est juste pour vous donner des indications. Alors, qu'est-ce que ça signifie, ces 40 milliards de dollars? Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Je dirais qu'il faut les trouver. Et de toute façon, au niveau des budgets, c'est important. Par contre, il y a une chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est pour ça que le problème n'est pas simple. Je le prends par un autre bout, c'est ce qui m'est fait penser, c'est le problème des subventions. On en a parlé tout à l'heure. Alors, je ne sais pas exactement, vous disiez qu'au Maroc, il doit toujours y avoir des subventions pour le butane en particulier. Il est clair que dans beaucoup de pays, les produits énergétiques sont subventionnés. Je ne parle pas de l'essence ou du gazole qui sont subventionnés dans certains pays, mais finalement, c'est pas forcément très fréquent, sauf dans des pays comme le Nigeria, qui sont des pays producteurs de pétrole. Par contre, dans la plupart des pays, et pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, on va avoir des subventions énormes pour l'électricité et quand il y a un peu de gaz, pour le butane. Le butane, bon, j'y reviens pas. L'électricité, c'est une nécessité. Alors, ça rajoute encore à la complexité du système que j'ai dit tout à l'heure. Électricité chère, qu'on vend à une population qui ne peut pas la payer, et on la subventionne en plus. Dans certains pays, les subventions à l'électricité, c'est l'équivalent du budget de l'éducation et de la santé. Donc c'est gigantesque, donc on ne s'en sort pas. C'est pour ça que j'apprécie beaucoup d'ailleurs la présentation d'Amaouche, parce que le fait effectivement de développer quand même l'électricité sans passer par des investissements massifs, ça s'est fait au Maroc, donc évidemment le niveau de développement du Maroc n'est pas celui, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde dans la salle, n'est pas celui des pays d'Afrique subsaharienne, mais n'empêche que ça montre une voie et on doit pouvoir aller dans ce sens-là. En ce qui concerne maintenant la comparaison entre je termine là-dessus pour laisser la parole à Pascal Colombani, la comparaison entre effectivement les portables et l'énergie, je vois bien, en même temps ça me gêne un peu, avec tout le respect que j'ai également M. Clapiche, il a raison de le souligner. Ça me fait penser aussi à un homme politique français célèbre qui est disparu, qui s'appelait M. Jean-Jacques Servan-Schreiber, et qui prônait un espèce de développement dans les années 60-70 en disant certains pays émergents vont se développer en sautant des étapes technologiques. Alors, le cas, effectivement, des portables est tout à fait exemplaire de celui-là, mais quand je regarde autour, j'en vois pas beaucoup d'autres. Donc, et puis peut-être, alors là, on rentre dans des considérations qui sont plus de nature, je dirais, sociologique ou même psychologique. Les gens sont très attachés à voir ça en permanence avec eux, et finalement, c'est plus important. Je connais dans certains pays africains, des gens, ils ont facilement des portables, et le fait d'avoir l'électricité qui arrive, mais très très lentement, les préoccupe. Je ne dirais pas que les préoccupe pas trop, mais
on sent bien qu'il y a un problème. Là, je ne peux pas répondre à la question, parce que je crois qu'il y a des dimensions qui ne sont plus des dimensions rationnelles, ce sont des dimensions, enfin, au sens où nous l'entendons, des dimensions strictement économiques. Oui, les portables se sont développés en Afrique, parce que les gens adorent téléphoner, et l'électricité, ça progresse moins vite, alors que ça apporte un nombre de bienfaits effectivement extrêmement importants, éclairage, permettant donc émancipation des femmes, les enfants qui peuvent travailler le soir, garder des médicaments, etc., etc. Tout ça, c'est clair. Et pourtant, ça marche un peu laborieusement. Voilà, je ne veux pas être trop négatif là-dessus. Oui, bon, les portables c'est bien, mais enfin il n'y a pas que les portables non plus. Les sauts technologiques, je prends les OGM par exemple. Les OGM par exemple, c'est un saut technologique qui n'est toujours pas accepté en France, mais qui est, heureusement d'ailleurs, pour la lutte contre la faim dans le monde, accepté partout ailleurs, et en particulier dans beaucoup. Donc c'est pas peut-être, c'est pas exactement le même processus de toute façon, en fonction des sujets, le processus de mise en œuvre est forcément différent. Et en fonction des géographies aussi, d'ailleurs, parce qu'on peut aussi penser, en ce qui concerne l'énergie, encore une fois, à des sources beaucoup plus délocalisées, solaires, éoliennes, qui peuvent avoir un sens pour fournir de l'électricité locale à un coût acceptable, dans certaines circonstances. Bon, pour en revenir à l'Open Innovation, à l'innovation collaborative, l'innovation ouverte, si vous voulez, c'est l'innovation ouverte, elle vient de la réalisation elle vient en fait elle vient du monde industriel et des services. Elle vient de la réalisation que le progrès technologique et scientifique ne peut plus se faire en vase clos. Aucune grande société n'est capable aujourd'hui de financer par elle-même, de le financer peut-être, mais en tout cas d'avoir accès à la connaissance dont elle a besoin pour développer de nouveaux produits, de nouveaux services par elle-même, uniquement par elle-même. Et il y a donc l'origine de l'Open Innovation, c'est cette réalisation que finalement il faut travailler avec d'autres. Il faut être ouvert au monde, il faut travailler avec les universités, il faut favoriser l'éclosion de start-up, il faut travailler avec d'autres sociétés. Naturellement, ça pose des problèmes de propriété intellectuelle, etc. Mais rien de tout ça n'est insoluble, en général. Et donc ça vient de là. Alors, et ça s'est naturellement développé dans les pays où il y a des grandes sociétés, des petites sociétés, des grandes universités, et on est des grands centres de recherche, et on en est là maintenant. Je dirais que ça fait une bonne 25 ans que ce concept est poussé en Europe, aux États-Unis, etc. Bon. Alors après, la deuxième idée, c'est de dire, mais comment peut-on favoriser le développement? Quel est l'aspect social, finalement? Quel aspect social et économique peut-on donner à l'Open Innovation, en particulier quand on regarde des pays plus en développement? Alors évidemment, le contexte est différent parce que vous avez des sociétés qui existent, qui sont là. Alors ça dépend beaucoup des pays, bien entendu. Vous prenez le Maroc, il y a de très grandes sociétés au Maroc avec des grands centres de recherche, il y a des universités, il y a une formation, c'est la même chose en Égypte, c'est la même chose dans un certain nombre de pays du Sud. Je ne parle même pas de pays comme l'Inde ou l'Indonésie, etc., où là, véritablement, c'est peut-être encore plus vrai. Donc en fait, le terreau est là dans certains pays, et dans d'autres pays, il n'est pas encore là. Il faut donc aider à le créer. Pourquoi irait-on aider à le créer? Je veux dire, parce que comme les sociétés industrielles et commerciales ne sont pas réellement désintéressées, elles le feront si elles y voient un intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est le développement d'un marché en général, qui peut prendre un certain temps, et de développement d'une part des marchés, d'autre part des élites, qui faciliteront finalement le développement de ce marché et qui ultimement participeront à cet effort collaboratif. Donc il y a des pays où, si vous voulez, il faut aider. Je pense que c'est une vision qu'on doit avoir, je ne dis pas au jour le jour,
dans les sociétés industrielles, mais c'est une société qu'on doit avoir à moyen et long terme, de dire, bon, il faut investir, parce que si on investit, eh bien, ces gens-là, ce sont nos clients de demain. Et ce sont en même temps nos développeurs de demain. Ce sont eux qui vont nous aider à adapter à créer les produits qui sont particulièrement adaptés à ces marchés-là. Alors, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, il est un peu entre les deux, parce que, bon, on a trouvé, je parlais de l'Égypte, nous avons trouvé en Égypte une qualité de personnes qui, en plus, il est vrai, parce qu'encore une fois, rien n'est désintéressé, ils coûtaient plutôt un peu moins cher qu'ailleurs, ils étaient parfaitement qualifiés, ils sont aujourd'hui parfaitement intégrés dans la société, et donc, ce sont des gens dont on apprécie les produits, qui sont diffusés dans le monde entier, qu'on peut déplacer d'ailleurs, qu'on peut envoyer en Chine, aux États-Unis ou ailleurs pour... bon. Si vous voulez, pourquoi fait-on ça? D'une part parce que la qualification est là, le coût du travail est là, le potentiel de marché est là aussi, même s'il est finalement à long terme. L'Égypte est un très grand pays avec un potentiel énorme et donc c'est intéressant d'être là de toute façon et de créer des conditions d'un développement futur. Voilà. Je crois que vous aviez une question sur comment fait-on en pratique. Vous savez, dans les sociétés, je veux dire, dans les sociétés multinationales, la lingua franca, c'est l'anglais, hein, donc on parle anglais. Hein, mais naturellement, localement, on parle la langue locale. Hein. Là, ça, si vous aviez cette question sur le linguistique, les choses se passent comme ça, et il faut admettre qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'anglais du futur, c'est-à-dire, ou qu'on appelle quelquefois le airport English, hein, c'est l'anglais, c'est la langue de l'industrie et du commerce.